Aujourd'hui, nous allons vous présenter un extrait de la représentation de Les applaudissements ne se mangent pas. Les applaudissements ne se mangent pas a été mise en scène par Maggie Marin, danseuse et chorégraphe française. Après avoir étudié la danse classique à Toulouse et avoir fait un court passage au ballet de Strasbourg, elle étudie à l'école Mudra, école située à Bruxelles où le but est de danser grâce à sa propre philosophie et sa manière de penser. Maggie Marin s'est alors affirmée et durant toute sa carrière de danseuse et de chorégraphe, elle a fait partie d'un mouvement de danse-théâtre avec des chorégraphes filles abstraites comme par exemple Maybe, ou encore des œuvres engagées comme Les applaudissements ne se mangent pas. C'est cette dernière que nous allons vous présenter. Elle porte sur un contexte et un récit bien particulier puisqu'elle traite de l'histoire politique de la région d'Amérique latine. Dans une période de persécution économique et politique de la population, Maggie Marin dresse un portrait effrayant d'une société à la merci des régimes dictatoriaux, à travers les différents pays d'Amérique latine comme le Chili, l'Uruguay ou l'Argentine. Une référence à ces pays se glisse dans la pièce, car le décor est composé de bandelettes multicolores, inspirées des rideaux que l'on trouve aux portes des maisons latines. Contextuellement, les pays d'Amérique latine connaissent, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, de profondes crises sociales et économiques dues aux précédents régimes dictatoriaux aux commandes de ce pays. Pour commencer sur l'interprétation de la scène, le décor est toujours le même. Il représente plusieurs bandelettes de couleurs tombant jusqu'au sol, qui semblent faire référence à ce qu'on peut trouver devant les portes des maisons traditionnelles sud-américaines. Il entoure entièrement la scène et englobe les danseurs. Il peut sembler oppressant, mais permet néanmoins aux danseurs de pouvoir s'échapper de la scène quand ils le souhaitent. On ne peut pas vraiment parler de musique quand on explique ce qui accompagne les danseurs, on parle plutôt de fond sonore. Celui-ci paraît inquiétant, froid et ne transmet pas d'émotions positives. Il connaît quelques variations, mais reste globalement secondaire dans cette pièce, l'intérêt étant de mettre l'accent sur les émotions transmises par les danseurs. Enfin, les costumes des danseurs sont assez basiques, ils semblent représenter les vêtements de base des citoyens qui travaillent. Cependant, ils ont tous un haut d'une couleur différente, et en général, ils sont de couleur vive, voyante. Seul un danseur arbore une tenue très sombre et presque autoritaire. Il s'agit du personnage entièrement en noir, qui paraît se détacher des autres danseurs, probablement de par son rôle dans la pièce. Durant ce que nous avons défini comme la première partie de l'extrait, de 7 minutes à 8 minutes 20, on observe tout au début une des danseuses qui se retrouve seule sur scène, allongée sur le côté, proche de l'entrée. Elle s'enroule sur le sol, seule pendant une vingtaine de secondes. Son corps est relâché et détendu et elle met peu d'énergie dans le mouvement. Ensuite, elle est rejointe par une autre danseuse qui reproduit ses mouvements. Les deux femmes sont à l'unisson dans leur enroulement. À partir de 7 minutes 45, on comprend que d'autres danseurs sont entrés de même manière sur scène et que leurs enroulements deviennent de plus en plus violents et accentués. Ils mettent beaucoup plus de rythme et d'énergie. Durant cette première chorégraphie, on observe une structuration interne du temps. Le fond sonore ne permet pas aux danseurs de se baser sur un rythme ou sur une mélodie. Lors du mouvement, ils en viennent presque à créer leur propre mélodie. De plus, c'est une structuration non métrique, car les mouvements effectués sont d'abord lents, puis ensuite rapides, ce qui constitue donc une accélération et non des mouvements à rythme régulier. Au total, on peut compter 8 danseurs sur scène à ce moment précis, qui effectuent leurs mouvements dans la même direction, avec le corps orienté dans le même sens. À 8 minutes, seul un danseur est sur scène, allongé sur le sol, immobile, pendant 10 secondes environ, mais il ne semble pas totalement relâché. Certains muscles semblent contractés et il n'a pas un contact total avec le sol. Enfin, un autre homme apparaît sur scène pour permettre à l'homme allongé au sol de sortir de scène. Le fait qu'ils soient tous au sol peut représenter un signe de faiblesse, de soumission. Au début, c'est calme, la femme s'enroule lentement, et au fur et à mesure de la scène, les mouvements s'accélèrent. Les autres danseurs la rejoignent et ils font de plus en plus de bruit dans leurs mouvements. On peut interpréter cela comme une manifestation d'un peuple pour une cause spécifique. Seule, elle ne fait pas trop de bruit, mais à plusieurs, les mouvements s'accélèrent et font plus de bruit. De plus, un homme semble abattu par celle-ci. On pourrait imaginer que la manifestation l'a tué, l'a fait tomber, comme par exemple un dirigeant après un coup d'État. Concernant la deuxième partie de la scène, qui se déroule de 8 minutes 20 à 9 minutes 50, on retrouve 6 danseurs sur la scène. Ceux-ci commencent par des déplacements approximatifs. Ils se regardent entre eux, inertes. On observe à nouveau une structuration interne du temps, la musique ne permettant pas toujours de se baser sur une mélodie. Les danseurs sont regroupés sur scène, mais leur relation en fonction de l'espace est difficile à décrire car ils ne sont pas orientés de la même façon. Cependant, le regard entre tous les danseurs semble être leur seul lien. À partir de 8 minutes 40, ils tombent tous au sol et commencent une série de mouvements à l'unisson. Quelques secondes plus tard, l'homme qui avait quitté la scène précédemment y apparaît de nouveau. Les danseurs réagissent en se mettant un genou à terre, comme soumis à cet homme. Celui-ci les regarde, puis quitte la scène. S'ensuit une alternance entre mouvements coordonnés et déplacements approximatifs, avant que l'homme réentre et que la même scène se produise que lors de sa première apparition.
Dans cette scène, l'entrée de cet homme semble impacter les mouvements des danseurs, car ils effectuent un mouvement précis lors de l'entrée de cet homme. On pourrait alors penser que la structuration est externe. Les danseurs n'ont pas un rythme dans leur tête, mais effectuent certains mouvements lors d'un événement externe, ici l'entrée de l'homme en noir. Cependant, la chorégraphie est toujours non métrique. Enfin, on observe bien que le danseur qui entre au milieu de la scène est une sorte de leader, de personnage influent, car le regard de tous les autres danseurs est orienté vers lui, et lorsqu'il rentre, les danseurs semblent mettre moins d'énergie dans leur danse, et ils semblent plus tendus, moins relâchés. On peut estimer que les 6 danseurs ont pour but de représenter un peuple en quête de liberté. On peut interpréter cela par la venue impromptue de l'homme tout en noir, qui semble impressionner les autres danseurs, comme s'il était une forme d'autorité, qu'il fallait s'incliner de force devant lui en mettant un genou à terre. De plus, dès que celui-ci quitte la scène, les mouvements libres des danseurs reprennent de plus belle, confirmant l'idée que ceux-ci se cachent de ce qui pourrait les sanctionner, les priver de liberté. Enfin, pour la troisième et dernière partie, de 9 minutes 50 à 11 minutes, 3 duos de danseurs se forment et traduisent une sorte de complicité, mais aussi une forme de conflit. Le premier couple effectue une chorégraphie, qui est répétée par le deuxième puis par le troisième. Les 3 couples effectuent donc la chorégraphie en canon. Ensuite, un danseur de chaque duo tente tour à tour de s'échapper, mais il est rattrapé par un autre danseur. S'ensuit la répétition de ces mouvements en binôme. Suite à cela, la caméra ne permet pas de suivre toutes les actions, mais on observe un changement de duo pour un couple. À ce moment-là, le rythme est interne. Le fond sonore ne permet toujours pas de reconnaître un rythme ou un événement externe qui pourrait donner des repères aux danseurs. De plus, le temps est non métrique car, hormis le canon au début, les duos effectuent chacun une chorégraphie différente. Cependant, le fond sonore s'arrête brutalement. Alors, le ton devient externe. Un repère sonore permet de donner un signal aux danseurs. Et suite à ce repère sonore, ils s'immobilisent. Enfin, une des danseuses se retrouve au centre de l'action, dévisagée par tous les autres, qui quittent la scène les uns après les autres simultanément. Celle-ci semble perdue, apeurée et finit seule sur scène. Dans ce passage, le moment paraît plus intense. Les danseurs mettent plus d'énergie dans leurs mouvements. Ils dansent donc plus rapidement et occupent plus d'espace. Voici un extrait de la musique et le moment où la musique s'arrête et les danseurs s'immobilisent. Les interprétations que nous donnons aux chorégraphies sont celles de couples déchirés par la répression et par les difficultés financières. Ils semblent partagés entre l'amour qui les lie et la colère qui les occupe. À la fin, seule une femme reste sur scène, peut-être une femme qui garde malgré tout espoir, ou bien une femme qui a été abandonnée par tout le monde. Tous les danseurs la dévisagent, comme si elle était une honte, puis tous disparaissent derrière les bandelettes discrètement, tout en continuant à la fixer. Pour conclure, si nous devions retenir 5 éléments clés de cette œuvre étudiée, d'abord la forme de hiérarchie qui se dégage entre l'homme en noir et les autres, cette forme de supériorité. Aussi, l'atmosphère pesante à travers le fond sonore répétitif qui ne transmet pas d'émotion positive. Troisièmement, les changements de rythme récurrents nous font quelque peu perdre le fil. La monotonie est également présente et impose un rythme très lent au spectateur. Enfin, le décor oppressant participe à cette ambiance déprimante et les couleurs vives de celui-ci paraissent presque ironiques tant le cadre est triste.